Juste un petit correctif par rapport à l'interview. Dans l'interview, vous entendrez que j'amène la proposition que le programme de Marjane commence à la rentrée. En fait, oui, elle va commencer à la rentrée, mais 2026. À partir du 18 janvier jusqu'au 26 avril, une fois tous les 2 semaines. Dans l'interview, Marjane propose une session mensuelle. Nous avons, en discutant, nous sommes arrivés à la conclusion que peut-être une fois tous les 2 semaines, ça serait bien. Donc des sessions de 2 heures, une fois toutes les 2 semaines, à partir du 18 janvier. Maintenant, je vous laisse apprécier l'interview et découvrir Marjane et son programme. Bonjour Marjane. Bonjour Stéphane. Donc on est très heureux de t'accueillir pour les interviews de Timia et surtout en relation avec le programme que tu vas pouvoir présenter tout à l'heure et qui va commencer donc vers la rentrée un peu plus tard. La première question que je vais te poser, Marjane, là, il va y avoir une série de questions, c'est qui est Marjane? Alors, je suis, formatrice et superviseuse en MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, et je suis, la fondatrice, d'un programme qui s'appelle Mindful Art. Mais, pour répondre à ta question de façon très personnelle, je suis, une Iranienne qui vit en Europe depuis plus de 45 ans. Je suis née dans une culture où la spiritualité se vit à travers la poésie, essentiellement. Et j'ai appris avant même savoir lire et écrire, j'ai eu la chance d'apprendre des poèmes avec mon grand-père, hem, qui m'habitent de façon, très vivante, tous les jours. Et mon histoire personnelle donc, c'est l'histoire d'une femme qui vit entre 2 cultures, celle de mes racines, toujours très, très vive, et celle de mon quotidien ici. Je reviendrai là-dessus parce que je pense que ça, c'est très très intéressant de commencer sa vie avec des poèmes avant de savoir lire et écrire. C'est quand même assez fantastique. Je voudrais savoir un peu quel est ton parcours professionnel, justement. Tu parlais de MBCT, est-ce que c'est ton parcours premier? Est-ce que c'est venu ensuite dans ta vie? Alors, j'ai longtemps professionnellement œuvré dans un environnement très rationnel, plutôt, orienté efficacité, performance, responsabilité. Mhm. Parce que dans mon premier métier, j'ai œuvré comme ingénieure, et je me suis en parallèle formée aux thérapies orientées, plutôt corps, émotion, et également, j'ai suivi cette seconde voie, heu, à l'université, où j'ai complété ma formation avec une formation sur, les, heu, les thérapies, plutôt cognitives, et avec un post-master en Mindfulness Based Cognitive Therapy à l'université de Louvain-la-Neuve. Heu, Ce qui a commencé, comme une, curiosité très, très personnelle, c'est-à-dire, mieux comprendre, qu'est-ce qu'étaient les émotions, en fait, et mieux comprendre cet espace, qu'on a à l'intérieur de soi quand on médite, a finalement, été un chemin qui a pris de plus en plus de place et qui est devenu mon métier depuis 15 ans maintenant. Ok. Donc ça fait 15 ans maintenant que tu accompagnes les gens avec le programme MBCT et avec d'autres formes de pleine conscience, c'est ça? Avec, le programme MBCT, mais également avec des thérapies, basées sur le corps, les émotions,
OK. et avec un regard, holistique sur, la personne. OK. Moi, j'aimerais savoir un peu quelle est ta relation avec la pleine conscience et on va en parler ensuite, hein, mais ça c'est vrai que ça m'a touché ce que tu viens de dire au début avec, cette relation, à la poésie, au côté spirituel à travers la poésie. Mmh. Ta recherche première avec la pleine conscience, c'était quoi exactement? Ma recherche première, c'est très intéressant. Merci Stéphane de poser cette question. En fait, je ne recherchais rien et je pense que toi qui es méditant de longue date, tu sais à quel point quand on ne recherche rien, ça peut être intéressant les choses qu'on trouve. Et en tant que psy, je sais que les séances où les gens viennent chez moi ou les séances où moi je vais chez mon psy, où je n'ai aucun objectif, c'est les séances qui sont les séances les plus riches. D'ailleurs, il y a un un homme de lettres et de théâtre polonais qui s'appelle Tadeusz Kantor, qui a une phrase que j'adore où il dit: «L'objet n'est totalement objectif qu'à partir du moment où il est inutile». Quelque part heu, dans notre quête, dans notre méditation, on cherche cette objectivité à travers en enlevant les couches d'utilitarisme et d'utilité des choses. Et Mmh. donc moi, j'ai toujours eu cette chance d'avoir une grande curiosité et d'aller vers des choses sans forcément, avoir un objectif et une utilité pour ces choses-là. Je sais qu'il y a un ami qui m'avait très, très longuement parlé de sa relation avec la méditation, dans les années 2000. En fait, en 2000, j'ai rencontré quelqu'un qui était habitué à faire des méditations et il me parlait de ses longues retraites. Et je faisais du yoga à la Maison de l'Inde à Paris et j'ai vu une affichette où il disait: «Venez méditer avec nous ce week-end». Et donc je suis allée pour méditer, mais je savais pas du tout, à quoi je m'engageais. D'ailleurs, quand j'ai Mmh. entendu le matin où j'y suis arrivée, qu'il fallait m'asseoir et me taire pendant des tranches de 1 heure sans bouger, j'ai failli partir. C'est violent, hein? Quelqu'un qui a jamais médité. Je me disais: «Mais en fait, c'est beaucoup trop». Je me rappelle encore, c'est effrayant. Donc c'était Tu as mais survécu quand même. Tu es resté ou tu es parti? ah non, je suis restée OK. et ça a été un éblouissement. C'est-à-dire tout d'un coup, c'est comme si moi qui avais cette habitude d'avoir 300 000 dialogues dans ma tête, qui vont dans tous les sens, je pouvais revenir à cet état d'enfant qui est couché sur le dos et regarde les feuilles des arbres, faire des ombres sur le sol ou sur le plafond. Mmh mh. Et je tout d'un coup, un espace d'accueil de soi s'est ouvert à moi, que tant que j'étais dans mon quotidien, je n'y avais pas accès, Mmh. plus accès. OK. Et donc ma relation avec la pleine conscience a commencé comme ça, donc c'était très corporel, très sans mots, vraiment à travers l'expérience. Et pendant des années, dès qu'il y avait de la lecture, je je fermais mes écoutilles, en fait, ça ne m'intéressait pas. C'était mon expérience corporelle, émotionnelle, heu, qui était mon guide. OK.
Je C'est plus c'est tard intéressant quand ce que tu oui, excuse-moi de t'interrompre, parce que je trouve ça mmh, intéressant ce que tu viens de dire par rapport à la lecture et aux mots. mmh Je Si je reprends ce que tu disais au début avec la poésie, mh. heu, quelle différence tu ferais entre les 2? Ah, quelle S'il y différence en entre a? Si est-ce que ou alors est-ce que tu ne fais pas de différence? Je sais pas. je réfléchis un peu. À un moment donné, la Rumi, ou comme nous en persan on dit Maulana, heu, son nom complet étant Maulana Jalaleddin Rumi, hem, c'était un savant. Il était extrêmement érudit, il connaissait beaucoup de textes, il avait déjà beaucoup de d'élèves et quand il rencontre Shams, il, quitte l'habit et il se met à danser et plus tard, il se remet il se met à à à dire des poèmes. Mmh mh. Donc il l'expérience d'abord est corporelle avant de devenir mot. C'est Mmh. comme des vagues, il y a des allers-retours. Je pense qu'il y a des portes multiples. Pour certaines personnes, la porte du texte est important et pour d'autres, la porte du corps. Et moi, je pense que j'avais besoin de quitter l'hyperstructuration rassurante que j'avais dans ma tête pour revenir au corps avant de le restructurer. Mmh. Donc je pense que c'est des va-et-vient, mais pour te reparler de la poésie, les poèmes m'ont toujours suivie. Mais une des choses que je me rappelle quand je suis arrivée vers 8, 9, 10 ans en France, j'étais extrêmement triste parce que je me disais plus jamais je peux communiquer dans ma langue avec avec cette poésie qui était là aussi comme un outil de jeu et d'échange de tous les jours. C'est-à-dire avec mon grand-père, j'avais l'habitude où il disait un poème, ça se finissait par une lettre, par exemple, on va dire P ou L, et je devais dire un autre poème qui commence par L. Oh! Donc, c'était tissé avec la vie de tous les jours et j'étais extrêmement triste de ne pas avoir Mmh accès mh. à ça avec les autres, naturellement. Et beau des années plus tard, quelqu'un m'a dit: «Tu sais, tu médites, mais à l'université de Louvain-la-Neuve, ils font la recherche sur la méditation». Et fidèle à mon habitude de commencer d'abord par expérimenter les choses, heu, j'y suis allée, je me suis inscrite pour faire le cycle de 8 semaines et arrivée à la séance 6, quand il y a le poème de Rumi, La maison d'hôte, je l'ai écouté, rien qu'en t'en parlant, je suis émue et j'ai rien dit, ma voix ne sortait pas et j'ai entendu les autres parler et accueillir ce poème. Et tout d'un coup, c'était comme si une porte qui était fermée depuis mon enfance, de communication avec les autres, s'ouvrait. On devenait un, de nouveau. Il y avait toujours eu moi et eux.
et nous n'aurons pas accès à ces poèmes-là ensemble. Et là, tout d'un coup, je voyais à quel point Mhm. ça parlait à ces vingtaines de personnes et c'était waouh, comme un feu d'artifice dans ma tête, mon corps, mon cœur. Et d'ailleurs, le protocole que j'ai mis en place, Mindful Art, à la fin de mes performances au musée, je, j'ai l'habitude de citer un poème et je vois à quel point les gens accueillent ça. Ils me demandent de le redire, de leur envoyer les références. Ils me disent à quel point ils aiment l'entendre dans ma langue. Et tout ça, waouh, c'est un ressourçant incroyable pour moi. Par exemple, le poème qui dit Manamanam, Naman Manam. C'est super difficile pour moi de le traduire, c'est-à-dire man, moi, je ne suis pas moi, je ne suis pas moi. C'est, il y a un rythme dedans et dans le chemin soufi, à chaque étape de ton évolution, et on va parler de ce chemin-là un peu plus tard, il y a des Mhm. rythmes qui accompagnent cette évolution. Et, ou alors je me rappelle, par exemple, euh, qu'il y a une des personnes qui accompagne John Kabat-Zinn dans son évolution depuis le départ, hein, qui était venu parler, et il a cité un poème de Rumi à propos d'une femme qui fait cuire un pois chiche et ce pois chiche fuit de la casserole et la femme le remet dans la casserole jusqu'à ce que ce pois chiche puisse être cuit et digeste. Et donc, lui il parlait simplement du fait que notre chemin est un chemin qui nous amène vers être plus digeste, être plus nous fondre dans le tout. Et on touche là l'aspect amour universel, qui est également un des thématiques du bouddhisme, que nous faisons partie d'un tout, que nous sommes tous connectés. Et, euh, et que si on n'est pas digeste, on ne peut pas toucher à ce tout. On ne peut pas se Mhm. dissoudre dans ce tout naturellement. Mais ce qu'il y a, c'est que en persan, le pois chiche, dans ce poème spécifique, pour préserver le rythme, euh, est prononcé nachod. Et nachod, ça veut dire sans égaux. Donc, Ok. comme il ne parle pas le persan, il ne peut pas se rendre compte qu'il y a un jeu de Mhm. sens. Donc, forcément, on perd de la profondeur. Mais d'un autre côté, moi, je trouve que des fois, quand je lis des poèmes traduits, tout d'un coup, je me dis, ah, c'est intéressant. Ce mot-là, il le voit sous cet angle-là aussi. Mhm. Tu vois? Donc, Ouais, ouais. et puis on a des limites. Je pense que dans notre chemin, on apprend à accepter des limites et on aura ces limites-là, ne serait-ce que l'expérience quand on le traduit en langue, entre le corps et l'expression linguistique, on y perd Ouais, quelque chose. ouais, ouais. Désolée, Justement, tu j'espère que parlais. j'ai pas été trop long. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Justement, tout à l'heure, tu parlais un peu d'un programme. Alors, dans le Mhm, cycle arrêté, on a déjà eu la philosophie grecque, on a eu maintenant aussi plusieurs cycles sur le bouddhisme. mhm. Maintenant, on voudrait que toi, tu puisses nous présenter un cycle. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce programme que tu vas nous présenter? Oui, bien sûr.
Ce que j'aimerais proposer, c'est, heu, un voyage, en 7 étapes qui va être inspiré, en fait, des 7 villes d'amour du soufisme, où on va mettre en parallèle chacune de ces villes avec, heu, une des étapes chères à la pleine conscience. Pendant ce programme, on va avoir donc des temps de méditation guidée, des récits, symboliques, tirés de la tradition soufie, des pratiques de l'attention au corps, à la respiration, et surtout un espace d'expérimentation directe, par soi, de ce que ça peut être la mise en parallèle de ces 2 chemins. Par exemple, Mmh. hem, quand on parle du chemin soufi, la toute première étape, le tout premier la toute première ville peut être celle de Talab, la quête. Hem et on sait qu'on sur le chemin, par exemple, que ce soit MBCT, MBSR, on va développer une présence attentive. Donc on va, se préparer à la quête à travers cette présence attentive. C'est le début du chemin. Hem, c'est cet appel intérieur qui nous amène à, prendre ce moment et nous préparer, à, mmh, à être plus attentif à ce qui se passe, à ces mouvements Mmh. de choses qui se passent en nous et c'est une toute première étape et OK. voilà. Je ne sais pas si ça t'a parlé, C'est. Mmh. J'ai j'ai donc j'ai une question oui, avant qu'on aille un peu plus loin. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots la spécificité du soufisme persan et aussi qu'est-ce que c'est que le soufisme? oui, bien sûr. En fait, le le mouvement soufi, beaucoup de personnes le relient à l'islam, mais c'est quelque chose Mmh. qui existait en Iran pré-islamique et OK. d'ailleurs, hem, les, en Iran, les soufis les pratiques soufis à l'est de l'Iran ou à l'ouest de l'Iran peuvent être très différentes. Il y a énormément d'écoles, heu, il y a différentes manières de vivre ce chemin, mais ce qui est important pour moi, c'est la question que ça ramène. C'est-à-dire à tout moment, ça te ramène cette pratique à prendre conscience que tu as le choix entre 2 chemins, un chemin qui te sépare et un chemin qui te relie. Mmh. Dans la pratique soufie, on estime qu'il y a 2 émotions, l'émotion de la peur et l'émotion de l'amour. L'émotion de la peur dont va être issue la tristesse, la colère, heu et tout ce qui nous sépare des autres et l'émotion de l'amour qui nous rapproche des autres et je trouve que sur notre chemin de vie, en tout cas moi, à l'âge que j'ai, de plus en plus, je trouve que ce questionnement-là est essentiel. Est-ce que le prochain pas que je fais me rapproche des autres
ou m'éloigne des autres? Est-ce que c'est à Mmh. l'origine, il y a la peur Ou est-ce que ou à l'origine, il y a le rapprochement? Heu, Ce qui ne veut pas dire que des fois, tu ne vas pas couper quelque chose pour mieux te rapprocher. Mais dans ce cas, l'intention que tu as derrière en te coupant de quelque chose est très différente. Tu ne te coupes pas par peur ou par colère. Tu te coupes pour mieux te rapprocher. OK. Mmh. Donc il y a une très forte, conscience de cette intentionnalité. Et ça, c'est quelque chose qui, pour toi, dans ta vie de tous les jours, dans ton approche, dans la relation avec le monde, avec les autres, avec toi-même, c'est quelque chose qui fait sens et qui a une importance particulière. Moi, je trouve que tant que j'ai oui, oui. C'est-à-dire et tu vois que dans la psychologie aussi, ça fait sens. C'est-à-dire que le mot émotion, c'est ce qui nous fait aller vers et ce qui nous fait aller vers est, évidemment dans la pratique de psychologie, contemporain, on peut avoir 5, 6, 7 émotions de base selon les écoles, hein, mais ça fait sens aussi de se dire qu'il y a que 2 émotions de base et ça Oui, nous c'est amène pardon? non, non, vas-y, vas-y. Je t'en prie, dis. Non, non, je pensais simplement que la manière de catégoriser les émotions va changer, d'un modèle à l'autre, d'une Mmh. tradition à l'autre aussi, hein. Si on parle de tradition contemplative et on peut très bien réduire, oui, pourquoi pas à la peur, à l'amour, voilà. Mmh. Mmh. Oui, je trouve que cette façon de faire, ça nous amène à notre responsabilité de qu'est-ce qu'on choisit à l'intentionnalité. Mmh. Hem, Le choix conscient. Le choix oui. conscient, ça c'est quelque chose qui est très intéressant lorsque, en guidant des retraites ou des programmes, lorsque d'un seul coup on Mmh. commence à se rendre compte que la véritable liberté vient du choix conscient. Oui, oui, C'est tout c'est à quelque fait. chose de très émouvant. Oui et ça nous permet de sortir de sortir aussi de mmh, je dirais des jeux psychologiques dont le plus courant est bourreau, victime, sauveur. Mmh mh. Mmh. Tu vois? Je dis: «OK, j'ai le choix et quel chemin je prends moi?» Ouais, très grande Mmh. question, hein. Mmh. Très grande question. Donc par rapport au programme que tu vas nous proposer le pour arrêter, heu, quel éclairage cela va apporter sur la pratique de la pleine conscience? Ou qu'est-ce que tu souhaiterais que ça apporte? Le mot, hem, ça j'ai déjà eu le bonheur, la chance d'accompagner, plus d'un millier de personnes sur ce chemin-là d'apprentissage de la pleine conscience. Hem et ce que j'ai remarqué, c'est que, le mot mind est pris vraiment comme la tête, Mmh mh. très souvent et et je pense que c'est intéressant d'amener les personnes à quelque chose qui est de l'ordre de plus émotionnel, de faire ce chemin de façon plus émotionnelle.
D'ailleurs, on a quand on donne le cycle de 8 semaines, on a l'habitude de dire que c'est un c'est un voyage du mode faire au mode être. Mmh. Mais je remarque à quel point c'est difficile et j'ai l'impression que parce que ce chemin, va nous mettre en relation avec une sagesse ancienne, et avec la poésie, donc très symbolique, très corporelle, très vibratoire comme ça va nous parler plutôt au cœur qu'à l'esprit. Donc dans un premier temps, ça va enlever cette idée de je vais savoir quoi faire avec ma tête. Mmh. Ça va plus toucher le cœur et je pense que ça va également amener quelque chose répondre à une soif contemporaine qui est de se reconnecter à notre humanité commune. Hem, je trouve on vit dans une période où Amin Malouf a écrit plusieurs essais sur ces identités meurtries et meurtrières, ce repli ces replis identitaires. Et donc se rendre compte que dans toute une autre langue, une autre culture, on peut ressentir les mêmes choses il y a 800 ans, 900 ans, 1000 ans et les exprimer, ça nous permet de toucher à notre humanité commune, sans dogme et avec profondeur, Mmh. je pense. Mmh. C'est-à-dire, ce que j'aimerais amener dans ce cycle, de 8 séances, c'est à la fois l'aspect scientifique, parce que c'est ma base, l'aspect poétique, parce que c'est quelque chose qui me fait vibrer, et la connexion entre ces cultures qui fait qu'on se retrouve tous là, à avoir une langue commune, à le pratiquer comme humain. Mmh. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Si, si, Dis-moi si, si. si. Si, 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 si. Si, si. Merci. Tout à l'heure, là, quand tu présentais ton programme, à un moment, tu parlais donc, des 7 villes d'amour, une sorte de Mmh. voyage initiatique. Alors ça, c'est basé sur un texte, c'est basé sur quelque chose. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Bien sûr. Je te remercie de poser cette question. Hem De la même manière, en fait, que la mindfulness ou pleine conscience est issue des grandes traditions contemplatives asiatiques, mais qui est devenue en ce moment beaucoup plus, en tout cas nous l'enseignons de façon beaucoup plus laïque. Moi je vais m'inspirer d'un texte de Farideddin Athor, hem, qui est traduit Heu, assez couramment, comme la conférence des oiseaux, mais dans sa version, persane, c'est Manteroteir, et c'est l'histoire des oiseaux qui souhaitent trouver leur roi, leur souverain et ils font un voyage et lors de ce voyage, ils vont traverser, 7 villes d'amour. C'est un texte qui est, à la fois, qui est en fait très, très influencé, par, les croyances zarathustriens pré-islamiques et qui prend sa source dans, cet Iran qui a été, heu, au au croisement de la pensée grecque et de la pensée indienne, en fait. Donc, Mmh. et ces oiseaux
voyagent dans les villes, et ville après ville, ils vont perdre, il y a certains qui vont s'y perdre, qui vont pas, souffrir, de passer aux villes suivantes où il leur arrive, qu'ils s'arrêtent ou qu'ils s'y perdent. Mmh. Comme nous, on peut se perdre dans notre vie aussi des fois, dans les contingences et une fois arrivés à destination, ils sont en haut d'une montagne, donc oui, tu vois à quel point tout est symbolique et quand ils regardent la en haut de la montagne, heu, quand ils essayent de voir qui est le souverain qu'ils doivent retrouver là, parce que c'est un peu comme s'ils suivaient une carte au trésor pour arriver aux demeures du souverain. Ils se rendent compte que c'est eux les rois, les souverains. Ils cherchaient leur souverain qui s'appellerait Simorgh et ils sont 30 oiseaux et en persan, 30 oiseaux, c'est Si, le chiffre 30 et OK. Morgh qui veut dire oiseau et donc ils prennent conscience que ils sont ab ils ont abouti à la souveraineté, en ayant fait ce voyage-là et c'est ça qui sera la base de notre parcours. Donc merci de toute cette explication, parce que je trouve ça c'est très, très beau de se Mmh. baser sur ce texte. Mmh. Hem, on mettra les références de ce texte, hein, pour que Bien les sûr. personnes puissent y avoir accès. Ce serait quand même intéressant qu'ils puissent Maintenant jeter un œil. Mmh. Hem, donc tu expliquais tout à l'heure qu'il allait y avoir des périodes de pratique, des périodes, de lecture peut-être de poèmes, en tout cas de passages peut-être de mmh mh. ce texte. Tu Mmh. parlais Tout d'un à apport fait. scientifique aussi. Comment, par exemple, une session type va se dérouler? Une session type va se dérouler avec, une pratique méditative issue de la pleine conscience, parce que nous avons un Mmh. outil formidable entre nos mains où nous avons des méditations qui vont à la fois toucher le corps, les pensées, nous apprendre à détecter nos émotions, nous apprendre à voir ce qui est là, nous amener à la souveraineté par rapport à tout ce qui peut nous tirer par U et par da, dans la Mmh. journée, dans notre vie, à tout instant. Finalement, heu, comme tu le sais, notre, intention première en donnant ces cycles de 8 semaines, c'est d'amener les personnes à cette idée qu'entre le stimuli et leur réaction, il peut y avoir un temps qu'ils peuvent exploiter pour qu'au lieu de réaction, ce soit action. Mmh. Donc, basé là-dessus, on va pratiquer. Une pratique d'observation, une pratique de conscientisation. Après, on va lire des passages qui peuvent venir d'Atoll, qui peuvent venir de Molono, qui peuvent venir aussi des textes bouddhiques. Et on va échanger ensemble à propos de comment ils font le lien entre la pratique qu'on a fait aujourd'hui et cette lecture. Et on finit par un une pratique à garder pendant le mois parce que je souhaiterais qu'on ait un rythme mensuel pour ces Mmh. séances, une fois par mois, pour avoir le temps de lire, le temps d'écrire, le temps de goûter, à d'aller trouver, faire de la recherche. Un des noms qu'on donne dans la pratique soufie, aux personnes qui empruntent ce chemin, c'est Solek. Ça veut dire celui qui chemine, celui qui va sur la route et qui chemine. Et je pense qu'il faut Mmh. laisser du temps pour ce cheminement. Merci d'avoir décrit le programme.
Tu as parlé tout à l'heure de cette notion de souveraineté, Mmh. toujours en rapport avec l'ouvrage, avec les oiseaux. Mmh. Ça m'a fait penser dans certaines traditions contemplatives bouddhistes, qu'on a ce qu'on appelle, traduit en français, initiation, en anglais c'est empowerment. Et en fait, Mmh. le terme anglais est beaucoup plus proche, parce que c'est vraiment d'être intronisé à notre véritable nature. Oui, Et oui, oui. ça arrive des fois, je trouve, dans des cycles MBSR ou autres, on voit certaines personnes qui, d'un seul coup, se connectent à quelque chose de vraiment, j'allais dire, réel, en quelque chose de profond qui est leur véritable nature, personnalité. Et c'est comme si d'un seul coup, ils se retrouvaient dans ce... ils retrouvent leur souveraineté en tant qu'individu, en tant que personne, au sein d'une Exactement. communauté. C'est très, très, très Et intéressant. oui, exactement. Quand tu me parles de ça, je me rappelle d'une jeune femme qui racontait lors d'une séance, je ne sais plus, ça date d'il y a plus d'une dizaine d'années. Elle parlait du fait qu'elle avait, elle était allée faire ses courses et alors qu'elle portait des sachets, elle voit le bus passer devant elle et que tout d'un coup, d'abord, elle s'est mise à ressentir énormément de colère, heu et elle s'est arrêtée. Elle a dit: «Mais en fait, heu, pourquoi je me fais subir ça? Je peux aussi Mhm. m'asseoir et en profiter. J'ai de la méditation en retard ou je peux méditer ou Ouais. lire ou» et je pense que c'est un exemple de souveraineté. Ça nous arrive aussi, toi comme moi, d'avoir des personnes qui ont des maladies, je vais prendre la chose la plus bénigne, qui est, les acouphènes. Mhm. On peut choisir de se bagarrer contre ou prendre sa souveraineté, accepter qu'il soit là et agir en tenant compte de la réalité de ce qui est là maintenant. Mhm. Je ne sais pas si toi tu as des souvenirs de ces moments où quelqu'un qui tout d'un coup prend sa souveraineté, mais j'ai ces 2 exemples que je trouve Oh très, oui, oui, oui. Ouais. c'est très beau. C'est extrêmement émouvant, extrêmement émouvant. Mmh, Et mmh. on en fait l'expérience, nous, en tant que pratiquants pleine conscience, quelque chose dont on fait l'expérience encore et encore. On se rend compte qu'on Oui, peut retrouver comme ça cette souveraineté, cette liberté aussi, une véritable liberté. Écoute, magnifique. merci beaucoup, Marjane. Merci beaucoup pour avoir pris le temps, déjà, parce que je sais que tu es très occupé, pris le temps de nous présenter le programme que tu vas faire pour arrêter pour le TIMIA, et aussi de toutes les informations, enfin tout ce que tu as partagé avec nous là, sur aussi bien ton expérience de la poésie, je reviens là-dessus parce que ça m'a touché, l'expérience de la poésie, l'expérience du soufisme et la mise en application à travers aussi et avec la pleine conscience. Donc merci encore. Merci à toi pour l'invitation et au plaisir de se retrouver, sur ce chemin-là et de partager, ensemble ce ces moments qui, je pense seront aussi très ressourçants pour moi. Je me réjouis d'avance. C'est, Ouais, c'est un cadeau. super. Merci Donc beaucoup. on mettra les informations, les dates, horaires, tout ça, je pense, d'ici le mois de septembre ou même avant. Mmh. On est en train de mettre ça en place en ce moment. Donc tout ça sera sur le site de Timia et on va le partager avec la newsletter et sur les réseaux sociaux aussi. Donc, bah, je te remercie, Marc, hein. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout cela. Et bah, écoute, au revoir et à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.